Bonjour, l'Assemblée des communautés de France, ADCF, avec le cabinet Landau et Associés et les moyens techniques d'Idéal Connaissance, vous propose une série de tutoriels sur les effets des recompositions territoriales issues de la loi NOTRe. Le présent tutoriel a pour objet de traiter des effets de ces recompositions territoriales sur les agents des communautés exerçant la totalité de leurs fonctions pour ces communautés. C'est-à-dire deux sortes d'agents, en réalité, ceux qui exercent la totalité de leurs fonctions au sein d'un service ou d'une partie de service mise en œuvre pour la compétence exercée par la communauté, soit parce qu'ils ont été recrutés par la communauté à cet effet, soit parce qu'ils avaient été transférés de plein droit par les communes membres dans le cadre d'un transfert de compétences précédent. C'est aussi notre tutoriel s'adresse aussi aux agents qui exercent une partie de leurs fonctions seulement dans un service ou une partie de service d'une communauté parce qu'ils ont choisi d'y être transférés à l'occasion d'un transfert de compétences. Au-delà de ces questions, les extensions de périmètre d'une communauté entraînent pour ces deux types d'agents soit le fait que l'agent demeure dans sa communauté, l'extension de périmètre n'entraînant pas de modification de la nature juridique de la communauté étendue, son cadre d'emploi demeure, soit en cas d'extension, s'il y a un transfert de compétences concomitant, alors un agent communal pourra être transféré selon les dispositions de droit commun à la communauté. En cas de fusion de communauté, les fonctionnaires et agents exerçant la totalité de leurs fonctions ou ayant été transférés précédemment à la communauté sont transférés directement à la communauté. Si cette fusion s'accompagne également d'un transfert de compétences, alors, comme dans le cadre d'une extension, le transfert entraîne transfert de l'agent de plein droit. Dans le cadre où le fonctionnaire ou l'agent est transféré à la nouvelle communauté, il est, et même si la loi ne l'impose pas, il est de bonne gestion de rédiger un avenant au contrat si l'agent est contractuel ou de prendre un nouvel arrêté pour clarifier, aussi bien pour l'agent que pour les autres services, notamment les services comptables, que les agents ont bien été transférés à la nouvelle communauté. Cet avenant ou cet arrêté, d'un point de vue strictement juridique, ne sont pas nécessaires puisque le transfert s'effectue de plein droit. C'est-à-dire que quand un transfert s'effectue de plein droit, aucun acte juridique n'est nécessaire pour opérer le transfert. C'est-à-dire que l'agent va être transféré au jour du transfert de la compétence, du transfert effectif de la compétence. Néanmoins, il est usuel d'acter vis-à-vis de l'agent son transfert afin qu'il soit rassuré, qu'il ait un document qui permette de bien indiquer qu'il a été transféré, mais cet avenant ou cet arrêté est en réalité purement déclaratoire, c'est-à-dire qu'en tant que tel, il ne produit aucun effet juridique. C'est juste une bonne pratique qui permet de clarifier les choses. En cas de retrait d'une commune, d'une communauté, ou d'une dissolution de cette communauté dans le cadre de la loi NOTRe, tel est notamment le cas lorsque les communes membres de la communauté vont rejoindre, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale, d'autres communautés voisines à leur commune, la loi NOTRe prévoit des dispositions particulières pour les agents exerçant la totalité de leurs fonctions ou qui ont choisi d'être transférés pour exercer une partie de leurs fonctions au sein de la communauté qui perd une commune ou qui est dissoute. Dans ce cadre, ces fonctionnaires sont répartis par voie conventionnelle entre la communauté d'origine et les communes membres. La convention doit être conclue au plus tard 1 mois avant ce retrait ou avant la dissolution de la communauté. Dans ce cadre, l'avis du comité technique est nécessaire et il faut noter qu'à défaut d'accord dans ce délai, c'est-à-dire, encore une fois, un délai d'1 mois avant le retrait de la commune ou de la dissolution, c'est au préfet qu'il revient de répartir les agents entre
entre la communauté d'origine et les communes membres. Cette procédure prévue par la loi NOTRe a un parallèle dans le droit commun du droit de l'intercommunalité, puisque le Code général des collectivités territoriales prévoit un dispositif similaire qui s'applique donc d'une manière générale, y compris lorsqu'il n'y a pas, lorsque l'on n'est pas dans le cadre d'un SDCI. Et ce mécanisme est en tout point identique à celui qui vient d'être décrit, à cette différence près que la convention de répartition du personnel doit être conclue dans un délai non pas d'un mois avant la restitution de compétences, mais dans un délai de 3 mois. Si rien ne s'est fait dans ce délai, le préfet va régler la répartition des agents. Alors, ce dispositif est très important parce que il est venu régler une lacune du droit qui avait conduit le Conseil d'État à considérer que quand il y a restitution de compétences, à défaut de mécanisme de transfert de personnel de l'EPCI aux communes membres prévues par les textes, eh bien, il ne pouvait pas y avoir restitution de personnel correspondant à la restitution de compétences, ce qui était évidemment très fâcheux pour les EPCI qui pouvaient se retrouver avec du personnel sans savoir qu'en faire, sinon à proposer à ce personnel des mutations auprès des communes membres qui récupéraient la compétence selon les règles de droit commun du droit de la fonction publique, ce qui supposait dans ces cas-là un accord des agents. Si les agents refusaient, le PCI pouvait se retrouver donc avec des sureffectifs et, le cas échéant, être conduit à supprimer des emplois, ce qui évidemment n'était ni satisfaisant sur le plan des ressources humaines, ni très opérationnel, puisque on aurait pu, ces agents avaient vocation à être occupés au sein des communes qui récupéraient les compétences. En cas de transfert de compétences, c'est-à-dire lorsque, du fait d'une évolution de périmètre, les statuts de la communauté étant repris, des nouvelles compétences peuvent être transférées des communes membres vers la communauté. La règle de droit commun s'applique, y compris lors de l'exécution du SDCI, c'est-à-dire que les fonctionnaires et agents communaux vont suivre le service affecté à cette compétence. Dans ce cadre, un nouvel arrêté ou un avenant au contrat, s'il est nécessaire, doivent être pris. Un avis des comités techniques, un avis des comités techniques d'origine et d'accueil sont nécessaires. Et les règles d'harmonisation des régimes et des statuts s'appliquent, comme nous le verrons à la fin de ce tutoriel. Compétences, certains cas particuliers nécessitent une attention relevée, car le cadre n'a pas toujours été tranché par la jurisprudence. Alors effectivement, a priori, on pourrait se dire, quand on transfère quand on est en présence d'une situation qui appelle un transfert de personnel, les choses sont simples, les agents sont transférés ou pas transférés, c'est-à-dire mis à disposition selon qu'ils occupent la totalité de leurs fonctions ou qu'une partie de leurs fonctions dans le service transféré. Mais au-delà de cette règle, on peut rencontrer des situations un petit peu compliquées. Le Code général des collectivités territoriales nous dit que le transfert de personnel porte sur le personnel qui exerce ses fonctions dans le service ou la partie de service transférée. Du coup, une question s'est posée concernant les agents qui, au jour du transfert de la compétence, donc du transfert de personnel, se trouvaient en arrêt de maladie. Sur ce point, le Conseil d'État a eu une position très claire. Il a considéré que l'agent en congé de maladie était dans le service, c'est-à-dire qu'il exerçait ses fonctions dans le service, même si provisoirement il n'exerçait pas effectivement ses fonctions dans le service, et donc il était concerné par le transfert. Ce qui veut dire que c'est à l'EPCI, notamment, de payer l'agent, alors même que celui-ci est en arrêt de maladie à compter du jour du transfert du personnel. Ce cas-là est résolu. Mais, du coup, cette jurisprudence conduit à s'interroger sur le cas d'autres agents. L'agent en détachement, par exemple, l'agent en disponibilité, l'agent en congé parental, ou encore l'agent mis à disposition. Pour ce qui concerne
l'agent en congé parental, l'agent en disponibilité ou l'agent en détachement. Il est probable, même s'il faudra que cela soit confirmé par le juge, que ces agents ne sont pas concernés par le transfert personnel, pour une raison bien simple, c'est qu'ils sont dans une position statutaire qui postule qu'ils ne sont plus dans le service. Ils n'exercent plus leur fonction dans le service, du tout. Donc, il n'y a pas de raison de considérer qu'ils puissent être fictivement rattachés à un service qui suivrait une compétence transférée. Et donc, il n'y a pas de raison de considérer qu'ils sont transférés lorsque, du moins, ils retourneront dans leur administration d'origine. Cela, d'ailleurs, peut poser un certain nombre de difficultés, puisque au jour de la fin du détachement, au jour de la fin de la mise en disponibilité ou à la fin du congé parental, la collectivité d'origine peut se retrouver avec des agents dont elle ne saura trop que faire. Donc ça peut poser des difficultés. Pour les agents mis à disposition, il peut y avoir une discussion parce qu'un agent mis à disposition est un agent en position d'activité. Et donc cela différencie le cas de cet agent de ceux que je viens d'évoquer. Néanmoins, il est vrai que l'agent mis à disposition est réputé occuper son emploi dans son administration d'origine, bien qu'il exerce ses fonctions en dehors du service auquel il est rattaché. Du coup, on est dans une situation un petit peu intermédiaire, et là, il n'est pas du tout certain que le juge administratif puisse considérer que l'agent est transféré ou n'est pas transféré. Cette question reste en suspens et peut donc poser des difficultés tout à fait concrètes pour les collectivités, les EPCI qui sont concernés qui sont confrontés à une telle situation. L'harmonisation des régimes obéit à un principe simple. C'est que les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable avant l'évolution de périmètre ou l'évolution de la personne morale, et ils conservent également, à titre individuel, les avantages acquis collectivement. Ces dispositions, qui sont issues du statut de la fonction publique, permettent une continuité statutaire et indemnitaire pour les agents. Toutefois, un nouveau régime peut être adopté par la communauté d'accueil ou la communauté issue d'une fusion. Ce nouveau régime, que beaucoup appellent une harmonisation, permet éventuellement de revenir sur ces avantages, les agents restant libres d'opter pour ce nouveau régime ou non. Dans ce cadre, une saisine de la commission administrative paritaire est nécessaire. L'harmonisation des régimes indemnitaires est un sujet délicat et qui préoccupe énormément les EPCI, qui accueillent des agents qui viennent de collectivités différentes. En effet, ainsi que cela a été indiqué, un agent communal qui est transféré à un EPCI ou un agent intercommunal qui est transféré à une nouvelle EPCI du fait d'une fusion, a droit au maintien de son régime indemnitaire si celui-ci est plus favorable que celui institué par l'EPCI qui l'accueille, et il a droit également aux avantages, au maintien de ces avantages collectivement acquis. Du coup, on peut se trouver confronté à des agents qui, pour certains, bénéficiaient d'un 13e mois dans leur commune d'origine et qui ont droit au maintien de ce 13e mois. Il peut y avoir d'autres agents qui bénéficiaient d'une prime d'assiduité, d'autres agents qui pouvaient bénéficier d'une prime de fin d'année. Eh bien, tous ces agents qui avaient des avantages collectivement acquis distincts vont garder leurs avantages collectivement acquis. Et cela ne peut pas être mis en cause, ce qui veut dire que on va se trouver au sein de l'EPCI avec des agents qui parfois auront le même grade, la même ancienneté, exerceront les mêmes fonctions et auront une rémunération qui finalement ne sera pas la même. Et cela peut créer des tensions. Il est clair que pour les avantages collectivement acquis, on ne peut pas faire grand-chose. Pour le régime indemnitaire, la situation peut être similaire puisque les agents ont droit au maintien de leur régime indemnitaire s'il leur est plus favorable que celui de l'EPCI d'accueil. Du coup, que faire dans une telle situation? Eh bien, pour le régime indemnitaire, on peut
tenter d'harmoniser ce régime indemnitaire, mais il est bien évident que l'harmonisation du régime indemnitaire ne peut se faire que par le haut, puisqu'un agent a droit au maintien de son régime indemnitaire s'il est plus favorable à celui de l'EPCI qui l'accueille. Donc ici, c'est une vraie question de politique des ressources humaines qui est posée par ce dispositif. C'est aussi une question, bien évidemment, financière, qui se pose avec d'autant plus d'acuité dans le contexte budgétaire actuel. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel qui s'achève ainsi. Nous vous invitons également à suivre ou à revoir les autres tutoriels réalisés par l'Assemblée des communautés de France avec le cabinet Landau et Associés et les moyens techniques d'Idéal Connaissance.